chers participants, chères participantes, à cette nouvelle conférence que nous organisons ici à l'Académie diplomatique dans le cycle de nos conférences avec l'OIF. Nous sommes très heureux que c'est déjà la deuxième conférence cet automne que nous organisons sur ce thème un peu d'actualité, bien évidemment aussi sur l'intelligence artificielle. Je tiens à saluer aussi tous les participants en ligne qui nous suivent également ce soir. Mon nom, c'est Martina Schubert, je suis la directrice adjointe et je suis très heureuse donc, de faire la modération aussi ce soir de cette conférence. Un troisième participant va nous rejoindre, Monsieur Henri Elimonceau. Il est un peu retardé, mais il arrive un peu en retard, je veux dire, et il viendra donc participer à la discussion, j'imagine, et fera son intervention un peu plus tard. Le thème ce soir, c'est les enjeux de la gouvernance mondiale du numérique et sur les problématiques liées à l'intelligence artificielle. Et nous sommes très heureux d'avoir deux coryphées déjà sur le podium, un troisième qui va arriver donc incessamment pour cette conférence ce soir. Je propose que nous allons donner la parole à nos orateurs, tout d'abord, sur le sujet. Je vais ensuite leur poser quelques questions et après, comme d'habitude, nous ouvrons la discussion à vous pour pouvoir participer également. Donc, je présente tout d'abord notre premier speaker, Monsieur Seydina Moussa Niané. Il est titulaire d'un doctorat en informatique, spécialité intelligence artificielle, donc une vraie coryphée dans ce sujet. Il accompagne le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au Sénégal. Et il pilote également toute la transformation numérique de l'enseignement supérieur sénégalais. Il est expert pour l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc vous voyez, il voit longtemps déjà dans le futur. Et il est également membre de l'organe consultatif de haut niveau des Nations Unies sur l'intelligence artificielle depuis sa création en octobre 2023. Donc cet organe existe depuis 1 an et nous sommes très heureux d'entendre plus sur cet organe, sur son travail, sur les défis que pose cet organe peut-être. Donc la parole est à vous, Monsieur Niang. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Déjà, ça me permet de partager un peu les travaux que nous avons faits au sein de l'organe consultatif de haut niveau des Nations Unies depuis l'année dernière. Et ça me permet aussi de découvrir votre belle ville. Je n'étais jamais venu ici. Donc, c'est un plaisir d'être là. Donc, je vais parler un peu de ce qu'on a fait depuis l'année dernière donc, au sein de cet organe des Nations Unies. Tout d'abord, en rappelant un peu l'historique, en fait, comment cet organe-là a été créé. Donc, par le secrétaire général des Nations Unies. Donc, après une consultation qui a démarré en août 2023, donc qui a permis, parmi un peu plus de 1800 candidatures, donc de recruter 39 personnes, d'assigner 39 personnes, donc pour accompagner en fait à la réflexion sur la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Donc sur ces 39 personnes-là, c'est d'origine diverse, hein, on est multidisciplinaire, on vient du monde académique, de l'industrie, de l'État aussi, mais pour certains pays. C'est assez équilibré en termes de genre, donc on est 39, il y a 20 femmes, et il y a 19 hommes. Et en termes également de nationalité, c'est assez divers. Donc il y a les différents continents qui sont représentés. Donc ça fait que avec cette approche pluridisciplinaire, avec des horizons qui sont divers, d'avoir une approche qui est différente et complémentaire, qui permettait en fait d'avoir des discussions assez intéressantes sur la gouvernance de l'IA. Donc ça nous a
permis en fait pendant différents mois de travailler ensemble. On a démarré en fait par une réunion de mise en place qui s'est rapidement suivie par différentes réunions en ligne parce qu'il nous fallait sortir en fin décembre le premier rapport. Donc on n'a eu que 2 mois pour travailler, donc c'était assez intense avec des réunions en ligne sur divers sujets qui ont été abordés de 3 façons. On s'est regroupé, il y avait un groupe qui travaillait sur les opportunités, un groupe qui travaillait sur les risques et un autre groupe qui travaillait en fait sur la gouvernance en général et pour voir quelles étaient les différentes approches de gouvernance. Donc on a eu à travailler comme ça et on s'est vu pour la première fois en début décembre, donc en personne à New York pour travailler ensemble et consolider en fait ce qu'on avait eu à faire durant ces quelques semaines-là. Et donc ça nous a permis de sortir un premier rapport en fin décembre qui a été partagé. Et donc après cette phase-là, depuis le début du mois de janvier, on a eu pas mal de rencontres en fait dans différents événements et ça nous a permis de voir les différentes communautés en fait qui travaillaient dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'avoir des retours sur notre travail et d'avoir également différentes sessions qui étaient des sessions en fait un peu plus sectorielles, donc dans différents secteurs. Donc c'est ce qu'on a appelé des deep dives sectoriels qui nous ont permis en fait d'aller en profondeur dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du genre, etc., etc. Et donc à partir de là aussi, on a reçu pas mal de retours par rapport au premier rapport. Donc on a reçu plus de 200 retours. On a eu plus de 40 rencontres dans des conférences, etc. Et ça nous a permis d'avoir ce feedback-là pour consolider, pour travailler en fait sur le rapport final et d'avoir un peu une meilleure compréhension des différents axes de gouvernance qui nous semblaient importants mais pour l'intelligence artificielle. Et on a continué comme ça avec un second meeting qui s'est fait à Genève et qui nous a permis en fait de rencontrer les différentes structures des Nations Unies parce que c'était important de les rencontrer parce que différentes structures des Nations Unies avaient démarré déjà quelques activités en fait sur la gouvernance de l'IA et il ne nous fallait pas revenir pour refaire des choses sans pour autant consulter ces structures-là. Donc ça nous a permis en fait de découvrir pas mal de choses mais qui étaient faites en termes de gouvernance. Donc après ça, on s'est retrouvé à Singapour donc pour consolider le rapport final qui a été soumis au niveau de l'Assemblée générale, juste avant l'Assemblée générale pour avoir le dernier rapport qui a coïncidé avec le pacte mondial sur le numérique qui a été validé en septembre. Donc là, c'est pour dire qu'on a eu en fait une approche qui était plutôt intéressante parce que dans le premier rapport, ce qu'on a vu, on a pu décliner en fait cette fonction qui était importante mais pour la gouvernance de l'IA au niveau mondial. C'était d'abord le fait de pouvoir avoir cette vision prospective, c'est-à-dire de travailler sur imaginer comment pouvait être la science mais dans quelques années. Donc pour nous, c'était assez important et de voir quelles étaient les évolutions au niveau de l'intelligence artificielle. Le second palier, c'était tout l'aspect interopérabilité. Il nous semblait important qu'avec les différentes normes et les standards qui apparaissaient, qu'on puisse avoir une certaine interopérabilité entre les différentes normes. Et de voir également quels étaient les risques aussi qu'on avait en fait si on n'avait pas cette approche globalisée. Il nous fallait aussi voir comment faire pour
accompagner le développement pour que ce soit utile pour tout le monde. Donc ça, c'était important que l'IA puisse bénéficier à tout le monde. Et donc, c'était un axe très important. Et donc, ce qui nous a amené à un 5e palier qui était comment faire pour qu'il y ait une collaboration internationale par rapport à l'intelligence artificielle. Le 6e palier, c'était le fait de pouvoir se rencontrer et le fait de pouvoir partager, d'avoir des rapports et d'avoir en fait ces rapports qui soient lus et compris mais par tous. Et également tout ce qui était l'élaboration de normes qui pouvaient être importantes. Donc, ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'il y avait plusieurs activités qui étaient faites au niveau mondial en termes de gouvernance. Et qu'il y avait eu un boom après l'apparition de ChatGPT. Donc, avant ChatGPT, il y avait globalement 3 initiatives au niveau mondial sur la gouvernance. Et après ChatGPT, c'est passé à 6 et 7 maintenant. Et donc, ce boom-là montre l'intérêt que le monde a en fait de plus en plus à penser la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on a mis en avant en fait dans le rapport, c'était que au-delà de cela, on a eu une découverte, c'est que sur les 7 initiatives de gouvernance, il y avait 7 pays qui faisaient partie de toutes les initiatives, que 7 pays à travers le monde. Et il y avait 118 pays qui ne faisaient partie d'aucune initiative. Bonsoir. Et donc, sur ces 7, donc, uniquement 7 pays qui faisaient partie, et 118 qui n'en faisaient pas partie, donc aucune. Donc, il y avait ce gap-là qui était très, très large, et pour nous, c'était important de tout faire, mais pour combler ce bac. Et sur les 118, la plupart des pays viennent de l'Asie, Pacifique, et de l'Afrique. Et un peu de l'Europe, de l'Amérique latine. Voilà, donc 25 de l'Amérique latine, 44 de l'Asie Pacifique et 48 de l'Afrique. Donc 48 sur les 54 pays de l'Afrique. Donc ce qui montre en fait que dans certaines régions, il y avait un gap qui était énorme. Et donc il nous fallait traiter cet aspect-là. Et ce qu'on a mis en avant, c'était l'importance en fait d'avoir au niveau global cette gouvernance de l'IA là. Et donc cette importance-là, c'est aussi bien en termes d'équité, en termes d'accès, en termes de prévention des effets négatifs de l'IA, c'est parce qu'il y a des risques, mais également parce que l'IA étant quelque chose qui n'a pas de frontières, il était important de réfléchir de façon globale par rapport à cette gouvernance-là. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait différentes initiatives, donc ce qui faisait qu'il y avait un certain patchwork d'initiatives et qu'il nous fallait avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent et organisé. Et le lieu où on pense que c'est le plus adapté, c'est les Nations Unies, parce que ça, c'est vraiment le lieu qui regroupe en fait tous les différents pays. Donc, on a trois aspects en fait en termes de gouvernance. D'abord, c'est l'équité, donc faire de telle sorte que l'IA puisse être utilisée partout, maîtrisée partout, et que les bénéfices de l'IA puissent être partagés et que les risques puissent être gérés de façon globale. Donc, pour nous, ça, c'était important. Et ce qui était également important est qu'il nous fallait faire tout ce qui est possible pour que l'IA puisse être également une réalité au niveau local. Qu'au niveau local de chaque pays, que les gens puissent avoir leur propre système, les construire
et utilisés en fait pour résoudre leurs propres problèmes, et que ce ne soit pas uniquement le fait de grandes puissances ou de grandes entreprises. Donc cet élément-là était important. L'autre élément, c'était l'efficacité en fait dans la gouvernance, le fait d'avoir un cadre qui permettait de partager l'information, d'être à jour des nouveautés scientifiques, etc. Et d'éviter en fait la course qui se fait actuellement entre les grandes puissances à qui va avoir l'IA la plus performante. Parce que cette course-là a des effets négatifs aussi en termes de risque. C'est parce que ça fait que ces grandes structures-là ou ces grands pays-là feront des choses en fait qui ne sont peut-être pas bons pour le monde, mais dans sa globalité. Et l'autre élément, c'était de voir comment avoir des standards et une interopérabilité qui soit transfrontalière. Et l'autre chose, c'est l'efficience, c'est-à-dire qu'on ait une gouvernance en fait qui soit efficiente, c'est-à-dire qui prend en compte aussi tout le travail qui a été fait par les autres structures qui ont démarré ce travail-là depuis longtemps. Donc il ne fallait pas recréer la roue, et il fallait tout faire pour intégrer en fait ce qui était déjà fait, et avoir une gouvernance en fait qui soit une gouvernance de réseau et qui intègre en fait les différentes dynamiques en fait actuelles. Donc c'est pour cela qu'on a essayé de voir tous les instruments et politiques qui existent actuellement. On en a pris une 60aine, et la moitié étaient des politiques et instruments qui étaient spécifiques mais pour l'intelligence artificielle, et l'autre moitié étaient des éléments, en fait, des politiques ou instruments qui pouvaient être appliqués au domaine de l'IA. Et la moitié de ceci n'était pas contraignant, et l'autre était un peu contraignant. Voilà. Et donc, il nous fallait voir cet état des lieux-là pour proposer en fait une démarche beaucoup plus globale par rapport à ça. Et donc, notre démarche qui est proposée est une démarche plus holistique en fait, qui prend en compte le fait que l'IA est une technologie à part entière aussi, et qu'il faut voir l'évolution de cette technologie-là, et également que l'IA avait un impact sur la société, et qu'il fallait également le prendre comme une révolution sociétale, et donc voir les différents effets, aussi bien sur les opportunités que sur les risques, et voir également l'impact sur des problématiques qui sont des problématiques transversales, l'inclusion, le genre, etc. Donc il nous fallait voir ces différents aspects-là sur le travail aussi. L'autre élément, c'était qu'il nous fallait avoir un focus spécifique, parce que c'était une technologie qui pouvait avoir des impacts très négatifs. Donc il nous fallait avoir une surveillance et un dispositif en fait qui permettait cette surveillance-là, et qui permettait en fait de répondre à des risques imminents de façon globale. Donc ce qu'on a recommandé en fait, c'est une recommandation par rapport à trois éléments. D'abord, une compréhension commune, donc qui était plutôt une approche scientifique, donc avec une proposition qui est la mise en place d'un comité scientifique pluridisciplinaire et indépendant, donc qui serait le plus inclusif et qui travaillerait en fait sur étudier l'avancement de la technologie et voir son application dans différents secteurs, notamment dans le règlement des objectifs de développement durable. Et qu'il nous fallait avoir un rapport annuel et des rapports thématiques aussi par rapport à son utilisation et la gestion des risques pour l'objectif de développement durable. L'autre aspect,
c'est d'avoir une base commune, en fait, d'abord de gouvernance, donc avec la mise en place d'un espace de gouvernance qui appelle le Governance Dialogue, et donc qui était le regroupement de tous les États qui étaient intéressés, donc sans exclusion, et qui permettait en fait de prendre en compte le rapport du comité scientifique, mais également de discuter des effets de la gouvernance et des bonnes pratiques de gouvernance de l'IA. L'autre, c'est le fait de pouvoir permettre l'échange de standards, et donc de permettre à toutes les structures qui font des standards dans le domaine de l'IA de pouvoir avoir un cadre où on pourrait avoir cet échange-là. Le troisième élément, c'est des bénéfices communs et partagés. Et donc là, on a proposé trois choses. D'abord, un réseau de capacity development, donc qui permettait d'accompagner des projets qui permettent l'usage de l'IA pour la réponse ou pour faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable, d'avoir un échange de talents à travers le monde sur l'IA, d'échanger des données et aussi d'avoir un accès à la puissance de calcul. Donc ça, c'était important. On a un autre élément qui est proposé, en fait, c'est un framework, c'est un cadre, en fait, global des données qui permettait d'avoir des standards de données et de faciliter l'utilisation des données d'apprentissage. Parce qu'on voit de plus en plus que c'est assez... Il n'y a pas cet équilibre-là. Donc il y a certains pays et certaines puissances qui y ont accès et puis d'autres pas. Le troisième volet dans cet axe-là, c'est d'avoir un fonds mondial qui permettait d'accompagner tout ça. Donc ça, ce sont nos propositions. Et la dernière proposition, c'est d'avoir un bureau de l'IA au niveau des Nations Unies qui permettait d'accompagner la mise en place de ces différents éléments. Et ça a été présenté donc, le 19 septembre. Et le 22 septembre, avec le pacte mondial du numérique, il y a différents aspects de nos propositions qui ont été adoptées. La mise en place du panel scientifique, donc, qui va être mis en place, et le dialogue aussi, le dialogue de gouvernance qui va être mis en place aussi. Donc, dans les 12 prochains mois, le cadre de mise en place sera défini. L'autre élément qui a été demandé au secrétaire général lors de l'Assemblée, c'est qu'il donne plus de détails sur la mise en place du fonds. Donc ça aussi, c'est un élément qui est bien et ça permettra d'avoir un fonds pour accompagner ça. Et de proposer également la mise en place d'un bureau, mais pour accompagner le pacte numérique. Pas uniquement mais l'aspect IA, mais également tout ce qui a été mis dans le pacte mondial du numérique. Et l'un des éléments aussi qui a été dit lors de l'Assemblée, c'est d'inciter fortement les structures qui font des standards de collaborer ensemble, en fait, pour qu'il y ait plus de standards qui soient interopérables et partagés au niveau de l'IA. Donc, voilà les différents éléments, en fait, qui ont été proposés et adoptés lors de l'Assemblée générale. Merci. Merci beaucoup. Pardon, le micro. Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive de tout le travail impressionnant qu'a fait cet organe consultatif et qui a abouti à des recommandations très concrètes et des futures étapes. Avant de passer la parole au prochain speaker, j'aimerais saluer et accueillir M. Henri Limonceau qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup.
Pas de souci, ça arrive. Je propose juste peut-être une question de suivi et après nous continuer avec un autre sujet dans un autre domaine. Vous avez peut-être vu à l'entrée de notre académie, nous avons maintenant une salle des droits de l'homme, un espace des droits de l'homme. C'est, je crois, un sujet très, très important et peut-être comme question qui me vient tout de suite à cet effet en tête, c'est de savoir comment est-ce que vous avez abordé ce sujet dans le comité, dans cet organe consultatif, que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière éthique et respectueuse des droits de l'homme. Est-ce que ce sujet, vous les avez abordés? Tout à fait. Hein. Ça a été l'axe premier, c'est-à-dire que pour nous, il nous fallait voir l'intelligence artificielle. C'est pour cela que les Nations Unies a été en fait le lieu où on pense que avoir cette gouvernance-là sera le plus efficace. Parce que axé en fait sur les droits de l'homme. C'est vraiment l'élément clé qui nous a fait, qui a été en fait le guidelines pendant toutes nos réflexions. C'est-à-dire comment faire pour que tout ce qu'on allait proposer ait comme élément central en fait le fait que l'IA soit utilisée en fait pour le bénéfice quoi, de l'humain et donc pour le respect quoi, des droits de l'homme. Donc, lors de nos travaux, on a vu, quand on était à Genève, la structure quoi, des Nations Unies qui gérait ça pour faire un travail. Et aussi, lorsqu'on a fait les deep dives sectoriels, on en a eu qui étaient spécifiquement axés sur ça, mais pour nous permettre en fait d'alimenter quoi, mais notre réflexion. Et c'est vraiment ce qui apparaît en fait dans les propositions, dans le partage, et dans l'utilisation éthique, et que ce soit pour le bienfait quoi, de tout le monde. Donc ça a été respecté et transversal voilà, dans tous les travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous allons poursuivre avec Madame Sarah Grand-Clément, avec votre contribution. D'abord, j'aimerais présenter Madame Grand-Clément. Elle est chercheuse à l'UNIDIR, c'est le United Nations Institute for Disarmament Research. Ses domaines d'expertise incluent la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, les technologies nouvelles et émergentes, ainsi que la veille stratégique et les scénarios futurs. Elle est titulaire d'un Master of Science en études du monde arabe de l'Université de Durham au Royaume-Uni et d'une licence en relations internationales de l'Université de Sussex. Madame Grand-Clément a coécrit plusieurs rapports sur une large gamme de sujets liés à la défense et à la sécurité. Donc vous allez nous dire tout ce que l'intelligence artificielle aura comme impact dans le domaine de la sécurité et de la défense. Nous sommes curieux de vous entendre. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Et puis, juste pour vérifier que le micro il marche, je crois. Et je souhaite aussi remercier l'Académie diplomatique de Vienne ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie pour leur invitation et puis pour ma présence aujourd'hui. Donc avant de parler de gouvernance de l'IA dans le domaine militaire, il faut d'abord comprendre en fait qu'est-ce que l'IA dans le domaine militaire, comment est-ce que l'IA est appliquée, quel est l'attrait de l'IA et quel est l'impact dans le domaine militaire. Donc je vais déjà commencer par expliquer ça avant de passer aux questions de gouvernance, parce qu'il faut quand même comprendre le contexte qui est assez spécifique. Donc tout d'abord, je vais reprendre un mot que vous avez utilisé, c'est vraiment le mot « boom ». Hein. C'est vrai qu'on voit en fait les conversations de l'IA se sont beaucoup accélérées, ont beaucoup augmenté, on voit beaucoup plus d'attrait de l'IA.
Et c'est aussi dans le domaine militaire. En effet, on voit que la conception, le développement, le déploiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sont dans le domaine militaire, sont en expansion constante, aussi bien de ce qui tient de la part des États, mais aussi le secteur privé qui offre des solutions, qui propose des solutions aux États. Cette expansion est due à plusieurs facteurs. Donc bien sûr, le côté technologique, on voit des avancées, notamment grâce à l'essor des capacités numériques. On voit des progrès algorithmiques aussi, la prolifération de capteurs, et par conséquent, on voit des bases de données de plus en plus importantes. En plus de ce développement du côté de la technologie, il y a aussi un aspect attractif de l'IA dans le domaine militaire. Et ce pour plusieurs raisons. Donc, l'IA pourrait aider les militaires à examiner et à donner un sens à un nombre considérable de données et de fusionner beaucoup de types de données très différentes. Donc, des données visuelles, on pourrait prendre aussi des données des médias sociaux, de les mettre ensemble et de donner un sens à ces données. Et ceci, non seulement l'IA peut aider à faire disons, à analyser toutes ces données, mais elle le fait aussi à une vitesse inouïe. C'est incomparable à ce que peut faire un analyste humain. Et ça permet vraiment de comprendre une abondance d'informations complexes, et ceci extrêmement rapidement. Ensuite, l'IA donc, peut analyser ces données, mais peut aussi aider, ou pourrait aussi aider à la prise de décision dans le cadre militaire de manière plus rapide que juste de manière, disons, sans la technologie. Donc, comme je l'ai expliqué, l'IA peut aider avec l'analyse des données, mais aussi réaliser des calculs ou proposer des options d'action. Et dans le domaine militaire, il y a quelque chose qu'on appelle la boucle OODA. OODA donc, fait référence aux actions observer, s'orienter, décider et agir. Et c'est souvent utilisé comme une manière pour démontrer comment l'utilisation de l'IA pourrait accélérer toutes ces étapes que doit prendre le personnel militaire lors d'une opération militaire, et comment l'IA peut en effet offrir un avantage stratégique par rapport aux adversaires qui n'utiliseraient pas cette technologie. Et puis enfin, il y a bien sûr l'aspect où l'IA peut, disons, être mise en œuvre pour éviter des travaux un peu fastidieux au personnel militaire. Donc, en fait, disons, permettre au personnel militaire de s'occuper de tâches un peu plus analytiques, où ce travail difficile d'analyse des données n'est peut-être pas nécessaire. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'IA dans le domaine militaire, surtout en relation avec son utilisation dans les systèmes d'armes, donc notamment la sélection et l'engagement des cibles. Mais en fait, l'IA peut être appliquée dans beaucoup d'autres, disons, tâches militaires. Et donc, pour vous expliquer un peu, bon, bien sûr, il y a ce qu'on appelle command and control, commandement et contrôle. Donc, la sélection et l'engagement des cibles tombent sous le commandement et le contrôle. Et ça inclut la planification d'opérations militaires, la prise de décision lors de celles-ci, et aussi les décisions par rapport à l'utilisation de systèmes d'armes. Donc, quel système d'armes utiliser, dans quel contexte, la proportionnalité de l'utilisation, etc. Mais bien sûr, l'IA peut être utilisée dans beaucoup d'autres champs d'application, dont la gestion de l'information. Donc, comme je l'expliquais, l'IA peut vraiment aider avec l'analyse des données, mais pourrait aider aussi avec la collecte, le traitement, l'exploitation et la dissémination d'informations relatives non seulement à une opération militaire, mais aussi par temps de paix. L'IA peut aussi aider avec la logistique. Donc, la logistique fait référence au mouvement, à l'approvisionnement et à la surveillance du personnel et de l'équipement. Ça aide vraiment à soutenir une opération militaire. Donc souvent, on pense, si vous pensez à un iceberg, on pense souvent à la partie, le 10% que l'on voit d'un iceberg, mais une opération militaire, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait. Et la logistique fait une grande partie de ça. Sans la logistique, une opération militaire ne peut pas, juste elle ne marche pas. Et ensuite, bien sûr, l'IA peut aussi être utilisée à la formation du personnel militaire.
Peut-être vous utilisez même vous-même l'IA dans vos cours. Pareil, l'IA peut être utilisée pour la formation de personnel militaire. Donc, comme vous voyez, l'IA peut être intégrée de nombreuses manières différentes dans le domaine militaire. Et l'impact de l'IA peut être positif dans le domaine militaire. Notamment, elle peut aider à la planification d'opérations militaires, donc créer des scénarios alternatifs, des fonctions de calcul avancées sur la base de multiples types de données, peut aider tout ce qui touche au côté administratif ou logistique d'une opération. L'IA peut aussi augmenter la cybersécurité et la sûreté de l'équipement et du personnel, notamment grâce à sa capacité d'analyse et de diagnostic, et également pourrait être utilisée pour améliorer la précision lors de l'utilisation d'armes lors de conflits armés. Mais bien sûr, l'IA n'est pas juste positive, comme vous l'avez mentionné aussi. L'impact peut aussi être plutôt négatif. Et il y a plusieurs risques que comprend l'IA. Donc, une étude de l'UNIDIR justement explique en beaucoup de détails ces risques. Donc, cette étude a été menée par une de mes collègues. Et ces risques sont divisés en deux catégories. Donc, premièrement, nous avons des risques en lien avec la technologie en elle-même. Donc, cela comprend les risques concernant la sécurité et la sûreté des systèmes d'IA. Donc, dès qu'on parle de risques de sécurité, cela se réfère aux attaques intentionnelles envers les systèmes d'IA, donc comme les cyberattaques. Et tandis que dès qu'on parle de risques de sûreté, ce sont plutôt décrits comme des défaillances involontaires du système d'IA et qui entraîneraient ensuite un fonctionnement incorrect de ce système. Et disons, un des risques que vous avez peut-être entendu parler, le problème de la boîte noire ou black box, si je peux utiliser le terme anglais. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui est inhérente au système d'IA. Et en fait, ça fait référence au fait qu'on ne comprend pas comment l'IA produit ces résultats ou comment ceux-ci sont calculés. Et ça, c'est une problématique difficile parce que le commandant d'une opération militaire prend la responsabilité, s'il utilise un système d'IA, il prend la responsabilité des actions de ce système. Et si on ne comprend pas comment ce système prend ses décisions, bien sûr, ensuite, là, il y a un décalage. Et puis, sans parler de toutes les questions du côté droit international. Ensuite, aussi, si d'un point de vue technique, s'il y a un dysfonctionnement du système, c'est assez difficile de retirer ce système de son utilisation au sein du complexe militaire. Et puis ensuite, comprendre et améliorer en fait le problème parce qu'on ne comprend pas d'où vient le problème. Donc en fait, c'est un peu on dit en anglais catch-22. Donc voilà, donc ça c'est un des, ça fait partie des risques en lien avec les technologies elles-mêmes. J'ai parlé du fait que l'IA peut aussi aider à contrer les risques de cybersécurité, mais l'utilisation de l'IA augmente aussi les risques de la cybersécurité. Donc bien sûr, il y a ce problème-là. Et aussi, l'IA est souvent intégrée, disons, elle n'opère pas elle-même. Il y a souvent une interaction homme-machine et il y a des risques qui proviennent de cette interaction aussi. Donc, d'un côté, un manque de confiance dans un système IA et d'un autre, un excès de confiance. Donc, soit on n'a pas assez confiance dans les résultats, justement peut-être à cause du problème de la boîte noire, ou alors on se dit, la machine est plus intelligente que moi, elle sait faire ses calculs, je lui fais confiance aveuglement sans, disons, réfléchir aux résultats qui sont produits. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui comprend les risques que posent les systèmes d'IA à la sécurité mondiale. Et donc là, on retrouve des risques liés aux erreurs de calcul ou des décisions ou des actions qui sont prises sur des bases de données erronées. Ensuite, dans le domaine militaire surtout, on a des risques d'escalade de conflits liés à l'IA, ainsi que de risques de prolifération de nouveaux types d'armes. Et ça, on prend la convergence de l'IA avec d'autres domaines ou d'autres disciplines scientifiques, donc comme la biologie ou la chimie, ou encore l'amélioration de l'autonomie ou de la létalité de certaines armes. Donc voilà un peu les risques de l'IA dans le domaine militaire. Ensuite,
Pour maintenant, après vous avoir expliqué ce contexte, je vais maintenant retourner aux aspects de gouvernance. Donc, jusqu'à très récemment, je dirais que la réflexion sur les questions de l'IA au sein des Nations Unies a été principalement traitée par le groupe d'experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes létales autonomes, donc les systèmes SALA. Et pour donner un peu de contexte, en fait, ces discussions ont commencé en 2013 et le groupe lui-même a été établi en 2016. Et ces discussions se poursuivent encore aujourd'hui. Il n'y a pas encore eu de résolution à ce sujet. Mais bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, l'utilisation de l'IA dans le contexte des SALA, c'est très spécifique. Dans le contexte, l'IA peut être utilisée de nombreuses autres manières, à beaucoup d'autres contextes d'application dans le domaine militaire. Donc déjà, on voit que ces discussions s'appliquent à un champ d'action très restreint. Et en plus, ces discussions, et puis là c'est très spécifique, je m'excuse, c'est très onusien, mais se déroulent dans le cadre de ce qu'on appelle la Convention sur certaines armes classiques. Et ça, cette convention se concentre principalement sur des questions humanitaires liées à l'utilisation de divers systèmes d'armes. Donc déjà, on se focalise seulement sur les questions humanitaires, on perd un peu les autres perspectives. Et aussi, cette convention, pas tous les États membres en font partie, donc on perd vraiment l'approche globale ou vraiment multilatérale à ce sujet. Donc, depuis 2023, ce qui coïncide aussi avec ce que vous avez parlé dans le domaine non militaire, un élan s'est vraiment créé, mais en dehors des Nations Unies, pour élargir ces discussions sur la gouvernance de l'IA dans le domaine militaire, et notamment pour examiner l'alignement entre le développement, l'examen et le déploiement et l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire et les impératifs juridiques et éthiques. Donc, je dirais qu'il y a trois, endroits où ces discussions ont eu lieu. Donc, au sein des Nations Unies, le sujet a été abordé lors de réunions informelles de la conférence du désarmement, mais jusqu'à présent, aucun point de l'ordre du jour actuel ne se concentre spécifiquement sur les technologies émergentes dont l'IA en fait partie. Mais ensuite, en dehors des Nations Unies, là, on voit beaucoup plus de progrès de ces discussions. Donc déjà, on a l'initiative REAIM, l'IA responsable dans le domaine militaire. Cette initiative a été lancée début 2023. Elle prend la forme de conférences régulières, la première qui a été tenue aux Pays-Bas, la deuxième en Corée du Sud. Elle est ouverte aux États membres, représentants d'organisations internationales, du secteur privé, de la société civile, donc très, disons, ouverte à beaucoup de différentes parties prenantes. Et REAIM prône vraiment une application responsable de l'IA dans le domaine militaire. Et ces conférences tentent de sensibiliser les décideurs politiques et progresser vers le développement d'accords internationaux sur l'application de l'IA dans le domaine militaire. Et ensuite, on a une deuxième initiative qui a aussi été lancée en même temps, donc aussi début 2023. C'est une initiative dirigée par les États-Unis, la déclaration politique sur l'utilisation militaire responsable de l'IA et de l'autonomie. Et celle-ci rassemble une cinquantaine d'États signataires autour d'un cadre normatif pour l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. Et cette initiative est seulement étatique et elle vise à créer un consensus international autour d'un comportement dit responsable et à guider le développement, le déploiement et l'utilisation de l'IA par les États dans le domaine militaire. Cette initiative se veut vraiment comme une plateforme d'échange, de meilleures pratiques et de renforcement des capacités des États, mais c'est vraiment en cours de travail, enfin c'est organisé en 3 groupes de travail thématiques et je dirais que contrairement à REAIM, cette initiative est beaucoup plus centrée sur les États. Donc, peut-être je m'arrête là et puis si vous avez des questions. Voilà.
Merci beaucoup. C'était déjà très, très détaillé, je dirais, et approfondi. Je vois beaucoup de travail est fait dans les différents cadres que vous nous avez énoncés. J'aimerais juste une question de suivi également pour vous au niveau de la prolifération des armes autonomes dont on parle aujourd'hui beaucoup. D'après vous, quelle initiative serait vraiment idéale de mettre en place pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans ce domaine militaire? C'est une très bonne question. Donc justement, récemment, le secrétaire général a justement demandé que les États arrivent à un accord en 2026. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Et il y a deux axes. Donc, un axe, c'est à travers le groupe d'experts gouvernementaux. Et justement, maintenant, il y a un peu de pression avec ce deadline qui a été émis par le secrétaire général. Et l'approche actuelle qui gagne en intérêt, mais disons qui n'est pas encore finalisée, consiste à, d'un côté, interdire certains types d'armes qui sont en eux-mêmes incompatibles avec le droit international, et de l'autre côté, réglementer d'autres types d'armes de façon consistante avec le droit international. Mais je dirais que ce système à deux approches ou deux voies n'est pas encore adopté de manière systématique et universelle, et justement, les États doivent encore discuter ils vont, disons, continuer les discussions dans le cadre de ce groupe de travail, ce groupe d'experts gouvernementaux. Ensuite, il y a plusieurs résolutions qui ont été menées notamment par certains États membres, dont l'Autriche, à l'Assemblée, premier First Committee, comme on dit en anglais, et puis justement aussi qui traite sur les questions des systèmes d'armes autonomes. Donc on voit qu'il y a plusieurs initiatives à ce sujet. Ensuite, je ne sais pas si on va réussir ou si les États vont réussir à trouver un accord d'ici 2026, mais au moins à travers, disons, l'injonction du secrétaire général, il y a vraiment ça a vraiment donné un engouement nouveau pour vraiment trouver une solution à ce qui est quelque chose de compliqué, de très complexe et difficile. Et surtout, on voit les discussions tendent aussi à revenir sur les mêmes points, parce que il y a beaucoup de difficultés à comprendre de quoi on traite exactement, parce que la technologie avance de plus en plus à chaque fois qu'il y a ces discussions. Merci beaucoup, Madame Grand-Clément. Et malheureusement aussi, les conflits armés se multiplient. Et donc, avec ça, ces armes automatiques aussi deviennent de plus en plus, je dirais, mortelles et dangereuses. Merci en tout cas pour votre intervention. Je suis sûre qu'il y aura d'autres questions du public qui suivront. Voilà, nous voici aux perspectives francophones, et je suis très contente vraiment d'accueillir Monsieur Henri-Élie Monceau, grand diplomate spécialisé en politique numérique. Monsieur Henri-Élie Monceau est actuellement représentant permanent de l'OIF auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève et Vienne, ainsi que chef de file pour la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle au sein de l'OIF. Et comme vous n'étiez pas là au début, j'aimerais ressouligner notre remerciement que nous pouvons faire cette conférence avec le soutien de l'OIF, avec votre soutien, de toute votre équipe. Vraiment, c'est une grande chance pour tous nos étudiants ici à l'Académie et également, je dirais, au public francophone à Vienne, pour pouvoir transmettre ces informations, cette connaissance aussi en langue française. Donc un grand merci également de notre part. Vous êtes professeur affilié du Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, de la France. Et précédemment, vous avez été directeur de la francophonie, économie et numérique. Et vous aviez été directeur aussi de cabinet du ministre de l'économie et du numérique de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Donc vous avez vraiment une grande expertise dans ce domaine et je suis curieuse d'entendre également votre intervention sur les perspectives francophones dans le domaine de l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup pour vos remerciements que je vous adresse également, puisqu'un partenariat par définition, c'est bien entendu une manière d'avancer ensemble. Et je crois que c'est très important et très utile de pouvoir le faire, et notamment de pouvoir le faire sur ce type de sujets qui sont en effet fondamentaux. Je crois que même si on se donne encore 2 heures, ce qu'on ne va pas faire, je rassure tout le monde, et mes collègues et moi-même ne pourrons que donner le début d'une introduction de cette problématique qui est vaste. Et je voudrais du coup peut-être insister sur quelques points spécifiques et peut-être transversaux qui s'appliquent au domaine francophone, bien entendu. Il y aura quelques caractéristiques, mais qui ont probablement un intérêt plus large. Alors, la première chose, c'est peut-être, puisque nous évoquons cette notion de gouvernance, insister à quel point elle est encore peu prise en considération, peu adoptée, je dirais, par le monde décisionnel, et le monde politique en particulier, tant sur le plan national que sur le plan international. Alors, certes, nous venons, et c'est un événement considérable, d'adopter enfin un texte à l'échelle globale, le pacte numérique mondial dont vous a parlé le docteur Ndiaye, et notamment son volet IA, mais vous savez que le pacte a bien sûr une amplitude plus grande. Nous sommes en 2024, il y a un mois que ce texte a été appliqué, mais les débuts du numérique, pour prendre un terme qui est assez récent, il faut plutôt les situer dans les années 80, 70, en grande partie. À partir de ce moment-là, il y a un impact qui se multiplie évidemment avec l'apparition des réseaux sociaux. Là, on est en 2003-2004, et puis ça va évidemment s'amplifier considérablement avec le temps. Et là, un nouveau palier important vient d'être franchi dans la perception commune que nous pouvons avoir avec les outils pratiques, accessibles d'intelligence artificielle. Les recherches, peut-être, le docteur Ndiaye l'aura-t-il évoqué, les recherches sur l'intelligence artificielle, elles datent de plusieurs décennies. Il y a évidemment, pour qu'on voit aujourd'hui des effets, un travail en profondeur qui s'est effectué pour une série de raisons. Ce travail a très peu été pris en considération par le politique. 2-3 éléments de ce point de vue-là. Les Nations Unies, qui ont été assez précurseurs en la matière, et notamment, je le dis indépendamment du fait que c'est l'organisation qui verse mon salaire chaque mois, mais avec une impulsion des francophones, parce que les francophones, et notamment nos amis canadiens, ont été très très tôt alertés par les enjeux, les impacts sociétaux qu'allaient avoir ce qu'on appelait à l'époque les technologies de l'information et la communication, hein, les TIC. Et dès 1993-1993, une première réunion ministérielle francophone a eu lieu. Et cette prise de conscience a eu 2 débouchés, notamment, alors ça a pris une petite dizaine d'années, mais d'une part, il y a eu cette volonté de tenir le même type de réflexion à l'échelle
internationale à l'échelle mondiale, celle des Nations Unies, et ça sera en 2003, le sommet mondial pour la société de l'information, 2003-2005, il y a eu 2 volets, un à Tunis et un à Genève. Mais donc, il a fallu ce temps-là. Je rappelle que le web, le World Wide Web, a été développé, lui, une décennie plus tôt, à partir de 1990-91. Il devient vraiment accessible en 93-94. Et donc, 10 ans plus tard, les Nations Unies s'emparent du sujet et convient tous les États à une réunion qui est un petit peu l'ancêtre du pacte numérique mondial. Et là, les gouvernements sont très perplexes par rapport à ce type de problématique, et ils envoient en général leurs ministres des télécommunications, voire même les responsables d'administration, les directeurs d'administration en charge des télécommunications, qui, eux, évidemment, viennent plein de bonne volonté, mais plutôt sur des aspects techniques, des aspects normatifs éventuellement. Donc, il n'y a pas du tout cette prise de conscience politique. Et ça va durer très longtemps comme ça, je dirais, jusqu'à l'affaire Snowden, dont vous vous souvenez, peut-être, même s'il y a un public assez jeune. Donc Edward Snowden, qui était un contractant pour la j'oublie le nom de son agence, j'ai failli dire CIA, mais c'est pas la CIA. NSA, merci, pour la NSA, qui était d'ailleurs à ce moment-là basée à Genève, décide de faire défection parce qu'il a accès à des informations considérables qui lui montrent un mésusage des technologies au bénéfice, ou peut-être avec un certain nombre de risques également de l'État américain. Il rend public ces informations, cela crée une déflagration, et l'année suivante, en 2014, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, décide de convoquer une grande réunion internationale, net mondiale, mais nous voilà en 2014. Donc vous voyez, 2003-2005, 2014, puis 2023-2024, et voilà seulement que nous avons un texte qui reste, qui est une avancée considérable. C'est un bon texte, on pourra en reparler, mais qui reste quand même assez général sur une série d'aspects, qui ne permet pas encore d'entrer vraiment dans le moteur de la gouvernance, et qui notamment tient à distance toute une série de questions très sensibles, comme par exemple celle des applications militaires du numérique ou de l'intelligence artificielle. Ça a été une condition sine qua non de la part des États, d'un certain nombre d'États, pour entrer en matière sur le pacte numérique, dire « ok, mais on ne va pas regarder ce qui se passe dans le domaine militaire ». Donc voilà une première considération, quand même, vraiment prendre conscience, parce qu'on a souvent l'impression, quand on parle de technologie, qu'on est un peu à l'avant-garde, qu'on parle d'enjeux de pointe. Non, on est, d'un point de vue, je dirais, lié aux affaires de l'humanité, nous sommes en retard, très en retard sur ces questions. Il y a un décalage important entre la manière dont la gouvernance s'organise au quotidien sur toute une série de thématiques et de sujets, et puis le pas compris les technologies. Sarah Grand-Clément terminait en disant que les technologies avaient souvent une longueur d'avance par rapport au débat. Ça reste le cas. Ce n'est pas du tout une fatalité, parce que justement les outils qui se mettent en place aujourd'hui en matière de gouvernance, et j'étais il y a 2 semaines à Delhi en Inde, où se tenait le sommet mondial de normalisation de l'Union internationale des télécommunications. Tous les organes normatifs étaient mis autour de la table, et ont créé une commission commune. C'était une recommandation du rapport
de l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle. C'est aussi donc une recommandation du pacte numérique. Ça peut aller très vite quand on décide, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a en effet une prise de conscience là qui doit se poursuivre. Il est très important qu'aujourd'hui, on le pense résolument au sein de la francophonie, les diplomates, les jeunes diplomates soient formés au numérique. Alors là aussi, ça fait peur à pas mal de gens qui ont l'impression qu'on va leur demander de coder ou de développer des systèmes ou je ne sais pas. Non, hein, on va demander à personne de démonter un ordinateur puis de le remonter, mais ni même encore que ça ne soit pas une chose qui soit terriblement compliquée. Je suis sûr que si vous commencez à vous y intéresser à partir de votre métier de diplomate, vous allez très vite aussi vouloir utiliser des outils d'intelligence artificielle, par exemple, pour faire votre métier. Et ça, c'est un autre aspect. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que ça doit être central aujourd'hui dans la formation des diplomates, formation initiale et formation continue, puisqu'un diplomate n'a jamais terminé de se former. C'était mon premier point. Mon deuxième point porte sur une distinction qu'il convient, à mon sens, d'opérer en matière de gouvernance entre Internet, le numérique et l'intelligence artificielle. On a des niveaux ou des sphères de gouvernance qui sont très différentes entre ces trois schémas. Internet s'est vécu à l'époque comme un grand espace de liberté et donc comme un lieu qui allait permettre, c'était une utopie hein, largement pour la plupart de ces pionniers, mais c'est doté de beaucoup de règles. Alors ce sont des règles très originales dans la manière de les produire. Ce sont des systèmes finalement en quelque sorte d'autorégulation à partir de notifications qui sont produites par la communauté elle-même, par les ingénieurs qui développent les systèmes, par l'organisation alors qui a connu différentes évolutions, mais qui est aujourd'hui une organisation indépendante, ICANN, qui gère les noms de domaines, les adresses TCP/IP, avec toute une constellation d'organisations au niveau national, voire au-delà. Et je pourrais continuer, il y a une dizaine au total d'organisations qui ont mis en place des règles qui sont considérées comme technique, mais évidemment avec un impact sociétal et politique, et qui a été de plus en plus pris en compte comme tel. Cette gouvernance, elle a pour particularité d'être multipartite. Elle associe toutes les parties prenantes, multi-stakeholders, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire bien sûr les ingénieurs, les développeurs, l'industrie, les utilisateurs, les États, bien entendu. Donc tous ces acteurs se retrouvent dans la plupart des cénacles qui sont consacrés à la gouvernance de l'Internet. Le plus visible, le plus connu, le plus important peut-être, c'est le Forum pour la gouvernance de l'Internet, Internet Governance Forum, qui est aussi une initiative des Nations Unies et dont le secrétariat se trouve à Genève et à New York, et qui donc organise une grande réunion à l'échelle mondiale chaque année. La prochaine sera dans un mois exactement à Riyad, en Arabie Saoudite. Il y a aussi des réunions régionales, c'est-à-dire continentales, qui sont développées par IGF. Donc, il y a cette gouvernance de l'Internet. Ensuite, le numérique. Je relie, on peut en discuter, mais je relie ce terme à l'apparition des plateformes numériques, c'est-à-dire d'abord les réseaux sociaux et puis, bien au-delà, toute l'économie en plateforme. Alors le numérique, pour partie, continue à s'appuyer sur des règles de gouvernance établies par Internet, mais a tendance à s'en affranchir de plus en plus, parce qu'évidemment, ce sont des entreprises privées qui ont pris la main dans le cas du numérique. Internet, initialement,
était de ce point de vue-là encore très hybride. Je ne suis pas remonté si loin dans l'histoire de cette technologie, mais vous savez qu'au départ, évidemment, il s'agissait de projets essentiellement académiques et qui étaient financés par de l'argent public, notamment ARPANET, le DARPA est une agence qui a été créée le même jour que la NASA, et ce sont deux décisions qui ont été prises quasiment dans la même minute, en tout cas officiellement, leur promulgation, et l'objectif c'était que tout comme il fallait conquérir l'espace et la Lune, c'était le constat qui avait été fait sur base de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien il fallait aussi utiliser au mieux le monde des ondes et ces nouvelles technologies qui apparaissaient prometteuses. Donc il y a cette origine. À partir du moment où l'utilisation du web est une utilisation à interface simple, c'est-à-dire les concepteurs du web, dont vous savez peut-être aussi que c'était au départ un projet scientifique au sein du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire à Genève, et qui avait comme objectif en fait de créer une sorte d'intranet. Alors, il n'y avait pas d'Internet. Ici, il y avait Internet, mais il n'y avait pas de grands réseaux à l'époque encore. Et donc, il y a eu cette volonté de permettre à tous les chercheurs du CERN, puisqu'une partie sont sur place à Genève, mais il y a énormément de communautés scientifiques qui dialoguent avec ce centre de Genève, qui est en fait un centre d'expérimentation. Comment les relier, comment permettre des échanges en temps réel? C'est de là qu'est venue l'origine d'Internet. Par contre, il y avait un vrai problème pour créer une interface qui soit un peu solide. Et ils ont d'abord tenté de recruter, comme l'OIF à Vienne, un stagiaire, 2 stagiaires, mais ça n'a pas fonctionné. Le patron du CERN trouvait que c'était un projet qui n'avait aucun avenir et donc n'a pas voulu mettre les moyens sur une recherche plus approfondie. Et c'est là que les 2 concepteurs du web ont fait appel, ont lancé une sorte de concours public. Et c'est un jeune Américain qui allait devenir le fondateur de Netscape, qui a gagné ce concours. Mais dans leur esprit, il y avait cette idée de dire on doit pouvoir accéder à ce qu'on appelle maintenant une page web dans les 2 sens. Donc on peut voir ce que nous produisons, mais on peut modifier ce que nous produisons. On peut avoir une interaction. Et là, les premiers investisseurs sur la solution développée par le fondateur de Netscape ont dit mais non, c'est beaucoup plus intéressant de juste montrer quelque chose, pas de co-créer. Et ça a déterminé la façon dont les plateformes numériques, ensuite, les réseaux sociaux pourront fonctionner. Mais les réseaux sociaux, vous savez, se sont terriblement élargis, ont connu de multiples avatars. Aujourd'hui, sont aussi des plateformes de téléchargement de musique, de consultation de films et bien d'autres choses. Et en effet, là, une gouvernance de moins en moins aisée. Et puis, on est arrivé à un stade encore supérieur, qui est donc celui de l'intelligence artificielle. Je vais moins développer. Ça a été fait par le Dr Ndiaye, mais en gros, la raison pour laquelle ChatGPT existe aujourd'hui, alors que, comme on l'a dit, on a commencé à travailler sur ces modèles il y a 40, 50 ans parfois, c'est simplement que la masse de données qui a été accumulée permet, dans les faits, de faire fonctionner ces machines. Et là, on comprend tout de suite le problème abyssal devant lequel nous sommes en termes de gouvernance, puisque ces données, ce sont nos données. Ce sont les données de la planète. Et donc, comment règle-t-on ça en termes de philosophie politique ? Puisqu'on est devant un état de fait, et c'est là où le chantier
immense qu'a entrepris mon ami Amandeep Gill, qui est l'envoyé pour les technologies du secrétaire général des Nations Unies et qui a mis en place et cornaqué l'organe de haut niveau, et puis le travail sur le pacte numérique mondial. C'est donc en effet un travail qui est immense. Voilà, c'était mon deuxième point, mais je me rends compte que j'ai déjà dit énormément de choses, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il y a une seule chose du point de vue de la francophonie, enfin non, rapidement, deux choses que je voudrais évoquer. La première, c'est quand même la question de l'inclusion numérique. Dans la mesure, j'ai cru comprendre quand je suis arrivé que ça avait été un peu abordé, mais donc se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a encore un tiers de l'humanité qui n'a pas accès au numérique. Et évidemment, ces écarts sont lourds de conséquences par rapport aux enjeux de développement, parce qu'on ne peut pas imaginer dans quelque domaine que ce soit avoir un développement optimal en se passant du numérique. Donc c'est une question qui reste extrêmement importante, mais qui va plus loin que ce que nous pensons souvent. Parce qu'en réalité, si vous prenez le numérique, donc les plateformes, comme je l'évoquais, eh bien, pour l'essentiel, elles profitent à deux pays, à deux économies. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, qui est basée à Genève, a en 2019 sorti une étude qui montrait que l'économie des plateformes était concentrée pour 90% dans les mains des États-Unis, 63%, et de la Chine, 27%. Le reste du monde se partage 10% de cette économie numérique. C'est important de l'avoir en tête et c'est un élément sur lequel nous insistons beaucoup au sein de la francophonie, parce que ça veut dire en fait que même si le taux de pénétration d'Internet est très différent, par exemple en Afrique subsaharienne et par exemple en Afrique centrale, où il y a des enjeux particuliers, il est plus que 4 fois moins important que ce que l'on va trouver par exemple en Europe continentale. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Europe est nettement plus développée en matière de numérique que l'Afrique. Alors évidemment, c'est un monde de différence que d'avoir accès à des technologies à bas prix, parce que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays du Sud au sein de l'espace francophone, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on en profite et que l'on développe. Et la question qui est fondamentale par rapport à l'inclusion est évidemment de savoir si on se trouve uniquement du côté de la demande, ce qu'est majoritairement l'Europe. Donc l'Europe est pour l'essentiel un consommateur de numérique, mais produit très peu de choses en tant que tel, ou si on est du côté de l'offre. Et tout le défi en matière d'inclusion, me semble-t-il, c'est encore une fois la formation, le renforcement de capacité, la possibilité de pouvoir produire des contenus et des enjeux. Ce qui me fait une transition avec mon deuxième et tout dernier point, qui est cette notion de découvrabilité que nous défendons beaucoup. La découvrabilité, qui est un terme québécois, ça ne vous échappera pas, la découvrabilité, c'est la possibilité que nous avons, qu'a tout consommateur de numérique, de trouver un contenu qu'il cherche ou de se voir proposer un contenu qu'il n'a pas cherché. Pour donner un exemple concret, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui est aussi le président du groupe francophone ici à Vienne. Bien, si je cherche une série ivoirienne, faut pas fâcher, non ? Faut pas fâcher. Si je veux trouver faut pas fâcher, vous ferez la recherche. Est-ce que j'ai une possibilité simplement de la trouver? Est-ce que ça va apparaître dans les choix qui, par exemple, me seront proposés par Netflix? Est-ce que ça va apparaître sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, quand j'en fais la recherche? Et vous vous rendez compte qu'en effet, par exemple, Netflix, si vous scrollez, si vous faites défiler toute la proposition que vous avez dans votre compte Netflix, vous voyez comment ça se passe pour tous ceux qui ont déjà un jour regardé Netflix. Eh bien, vous passez tout. Non seulement vous allez mettre 3 ou 4 heures pour tout voir, mais vous aurez vu moins d'1% de ce qui se trouve sur Netflix. Donc, comment les contenus remontent-ils? Ça, c'est une question d'algorithme, mais qui est aussi une question de dominance culturelle.
évidemment. Et donc là, il y a un enjeu qui est très très important, qui est notamment particulièrement important par rapport à l'intelligence artificielle, puisque cette intelligence artificielle que nous avons tellement de mal à contrôler, Sarah Clément a dit qu'à un moment donné, on ne comprenait pas ce qui se passait dans l'intelligence artificielle. Et elle s'est arrêtée là, elle aurait pu aller plus loin en disant qu'on apprend à une intelligence artificielle à fonctionner toute seule en réalité, hein, à apprendre toute seule, ce qui veut dire à un moment qu'elle n'est plus tellement contrôlable. Donc en parlant d'armes, mais on s'arrête tout de suite. Si on entraîne des intelligences artificielles à partir de contenus culturels majoritaires, dans le cas de la francophonie, on peut parler de l'anglais, enfin pas que de la francophonie. Hein. Je pense que pour les germanophones, les hispanophones, les lusophones et bien d'autres langues, c'est le cas. Hein. La plupart des systèmes d'intelligence artificielle sont entraînés à partir de contenus en anglais. Ça a un impact. Ça a un impact sur la manière de penser de ces intelligences artificielles, parce qu'évidemment, elles ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, ce sont des aspects auxquels nous sommes très attentifs. Je n'ai rien dit de ce que nous faisons, mais peut-être on aura l'occasion de le faire dans les questions, ou bien on réorganisera une autre conférence, quand vous voulez. Monsieur l'ambassadeur, on aimerait vous écouter encore plus longtemps et je suis sûre qu'on aura beaucoup de questions à vous poser également sur le travail dans l'OIF. Et nous avons découvert un nouveau mot, la découvrabilité. Merci beaucoup. La découvrabilité des contenus francophones. J'ai également une question de suivi à votre intervention. Vous nous avez parlé de la grande présence des plateformes qui ont, je dirais, la majorité donc dans le monde, soit aux États-Unis, soit de la Chine, et que 10% est dans le reste, et dans la main, je dirais, du reste du monde. J'aimerais suivre sur ce sujet-là et vous demander un peu sur le monde francophone. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le développement accéléré de l'intelligence artificielle concentre le pouvoir et les richesses, avec des conséquences géopolitiques et géoéconomiques. Donc, quel est l'état de lieu au sein de l'espace francophone? Quels sont les défis que vous voyez spécifiques dans l'espace vraiment francophone? Merci. Oui, merci. Alors, bon, les défis les plus importants sont ceux que j'ai évoqués au terme de ma trop longue intervention, ce qui va me permettre d'être bref pour celle-ci, c'est-à-dire vraiment cette question de l'inclusion, mais dans le sens, non pas d'une espèce d'œuvre de charité ou je ne sais pas, de vouloir aider. On doit s'aider soi-même sur cette question, tous autant que nous sommes. Nous devons avoir cette prise de conscience nécessaire pour considérer qu'il y a une offre numérique à construire, qu'il n'y a pas de fatalité pour qu'un moteur de recherche soit forcément Google, pour qu'un système de vente à distance soit forcément Amazon, etc. Et il y a tellement d'autres choses encore à imaginer, à inventer. C'est un continent, que dis-je, l'espace entier qui s'ouvre. Il y a vraiment beaucoup de choses à concevoir, mais nous sommes déjà entrés dans une logique qui est une logique de capitalisme numérique. Hein. Certains parlent de technoféodalisme aujourd'hui, qui a pour conséquence que cet horizon-là, parfois on a du mal à l'imaginer. Et on a, me semble-t-il, vous le disiez, j'ai quelques années de vol malheureusement maintenant, et quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, à la fin des années 90, on disait qu'il fallait apprendre aux étudiants à coder dans l'enseignement secondaire, que c'était aussi important que d'apprendre les mathématiques ou que d'apprendre une langue. On est 25 ans plus tard, on ne le fait pas systématiquement. Il n'y a pas
les éléments que je viens d'évoquer tout à l'heure, ils sont assez grossiers en réalité. Hein. Ce sont des choses, voilà, mais ils restent encore très très méconnus. Ça ne fait pas partie de ce que l'on partage, de ce que l'on enseigne, de ce que l'on apprend. Et il faut commencer par là. Il faut commencer par la jeunesse et pour l'ensemble de nos pays. Alors avec une urgence particulière sur les pays, bien entendu, qui ont le moins accès, notamment aux investissements et au financement. Si vous regardez la façon dont les choses se sont passées au moment de la Covid, il y a eu ces fameux plans après la Covid où on a réinvesti massivement pour garder l'économie à flot dans tous les pays occidentaux, notamment au sein de l'Union européenne. Il y a eu des milliards qui ont été investis, dont une bonne partie sur les enjeux numériques, parce qu'on avait vu à quel point il était important pendant cette période de Covid de pouvoir compter sur l'infrastructure numérique au sens large. C'est la différence entre une entreprise qui avait un site de vente en ligne et celle qui n'en avait pas était gigantesque par rapport à sa propre survie. Donc cette question de l'inclusion est fondamentale, et l'autre question, c'est vraiment celle de découvrabilité. Je pense qu'on reste très souvent dans l'esprit, dans l'idée que nous vivons dans un monde globalisé, que toutes ces histoires de défendre une langue, défendre des cultures, c'est un peu des vieilles lanternes qui relèvent de la génération ou de générations précédentes. Le fait est que ce sont à la fois un patrimoine, mais aussi des outils de différenciation et des avantages par rapport à cette globalisation que nous risquons largement de perdre si on ne se réveille pas rapidement de ce point de vue-là. Et il y a pas mal d'acteurs économiques et numériques, notamment en Afrique, qui l'ont bien compris et qui défendent les langues nationales, qui défendent des contenus culturels propres. Voilà, ce sont vraiment les deux combats, me semble-t-il, qu'il faut mener. Et j'ajoute à celui-là quand même le tout premier que j'ai évoqué, c'est la prise de conscience politique. La prise de conscience politique qui passe par notre public aujourd'hui, c'est-à-dire par le fait que les jeunes, avant tout, soient eux bien conscients de ces enjeux et qu'ils les posent comme tels sur la table, qu'ils exigent des réponses, une prise en compte, et pas seulement pour dire faut-il interdire ou autoriser le téléphone, le smartphone à l'école, qui sont de vrais enjeux, mais il faudra aller plus loin dans la réflexion. Pourquoi un smartphone ou une tablette est intéressante à l'école et pourquoi elle est dangereuse, mais comment on fait surtout pour qu'on ne soit pas prisonnier de contenus qui nous sont imposés et que nous soyons de l'autre côté du manche aussi. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. J'ai une bonne nouvelle. On a une heure Nous de avons plus. déjà senti que c'était nécessaire et nous avons donc aussi commencé cette année à l'Académie avec un master en affaires internationales digitales. Et donc, c'est exactement dans cette alignée que nous voyons le futur, qu'il est nécessaire de former nos futurs diplomates aussi dans les domaines digitaux très tôt. Donc, peut-être qu'il y a un ou deux étudiants qui sont là, qui font partie de ce master. En tout cas, nous l'avons commencé cette année et je crois qu'effectivement, il est nécessaire de savoir aussi ce qui se passe dans ce domaine et d'inclure aussi le monde francophone dans ce master avec des conférences comme celle d'aujourd'hui. Voilà, la prise de conscience politique et la prise de conscience académique, les deux sont là. Je voudrais maintenant profiter pour ouvrir la discussion donc à nos participants, à nos étudiants ce soir. N'hésitez pas si vous avez une question à nos conférenciers. Qui voudrait poser une... Voilà, s'il vous plaît. Bonsoir. J'étais très intéressée par ce que vous avez dit, Madame Grand-Clément, sur les applications militaires de l'intelligence artificielle.
Et lorsque vous avez fait la liste des avantages potentiels de l'intelligence artificielle, vous avez parlé surtout de potentialité. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on observe jusqu'à présent en termes d'utilisation concrète de l'intelligence artificielle dans les conflits. Par exemple, je pense au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, quels sont les usages et quels sont aussi éventuellement les inégalités d'accès à ces utilisations entre les pays. Merci. Madame Grand-Clément, je vous donne la parole parce que la question était adressée à vous. Oui. Donc merci beaucoup pour la question. Donc je ne vais pas me prononcer sur les conflits actuels. Néanmoins, sur les utilisations concrètes, oui, absolument, l'IA est utilisée. Mais ensuite, on a un peu ce décalage entre ce qu'on sait des avancées technologiques et ce qui est, disons, les informations qui sont accessibles au public sur ce que font ou ce qu'utilisent disons, les armées. Et donc, en fait, il y a ce décalage parce que, justement, c'est un secret national. Enfin, c'est bien sûr quelque chose dont ils ne vont pas nécessairement parler de manière ouverte. Donc, c'est ce qu'on lit dans les documents officiels, dans les livres blancs. Mais ensuite, pour savoir concrètement comment l'IA est utilisée, c'est très difficile d'avoir accès à ces informations. Donc, c'est pour ça qu'on parle de potentialité souvent parce que il y a ce qu'on... Ensuite, on ne peut même pas savoir comment observer parce que, bien sûr, un système d'IA, il peut être utilisé en background, on ne le saurait pas. Ensuite, bien sûr, il y a des informations qui ont été mises dans le domaine public. En ce qui concerne certaines armées, on dit « Ah, on a intégré l'IA pour, par exemple, aider à naviguer nos bateaux. » Et donc, voilà, donc on sait qu'il y a ces utilisations. Ensuite, on sait qu'il y a des utilisations potentielles parce que certaines, disons, voilà, il y a peut-être des observations qui ont été faites. Donc, par exemple, un rapport des Nations Unies a parlé d'une utilisation potentielle d'un système d'armes autonomes. Ensuite, c'est une utilisation potentielle, ça n'a pas été vérifié. Le système en lui-même n'a pas été rapporté en laboratoire pour vérifier si c'était une utilisation à distance ou vraiment si on parle vraiment d'autonomie. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile de parler de ce qui se passe en réalité. Et c'est un problème auquel nous sommes confrontés tous les jours dans nos recherches. Et justement, il y a environ 1 an, j'ai écrit un rapport là-dessus. Donc, quelles sont les utilisations? Et le mieux que je pouvais faire, c'est de parler des avancées technologiques et non des applications actuelles. Ensuite, oui, exactement, il y a des inégalités et c'est exactement ce dont parlait Monsieur l'ambassadeur. Donc, sur l'accès aux données, l'accès aux technologies, justement, on parle souvent de gouvernance de l'IA, mais trop peu de gouvernance des données qui alimentent l'IA. Et ça, c'est vraiment aussi d'où proviennent ces inégalités, parce que dès qu'on vient aux données, et je pense que vous pourrez en parler aussi, mais dès qu'on vient aux données du domaine militaire, il y a bien sûr des spécificités qui n'existent pas dans le domaine, disons, civil, surtout en lien avec, disons, comment... donc, il faut qu'un système d'IA ait des données pour, dès qu'elle est déployée lors d'une opération militaire, elle puisse effectuer des calculs. Mais il faut des données d'opérations militaires. Donc, il y a ce décalage, en fait, où comment obtenir ces données et puis qui les obtient. Et souvent, ce sont le secteur privé qui propose ces solutions. Et puis, il faut regarder aussi que les solutions proposées par le secteur privé viennent surtout d'entités anglophones, mais aussi souvent américaines ou britanniques. Donc, il y a aussi ce côté de perspective aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais voilà. Merci pour vos interventions. J'avais une question pour Monsieur Ndiaye. Vous aviez évoqué plutôt l'accompagnement du développement de l'IA
Et j'avais une question par rapport je pense que vous aviez mentionné des dispositifs de surveillance, et je voulais savoir à quoi ça peut correspondre concrètement. D'accord. Merci pour la question. Oui, effectivement. Pour le dispositif de surveillance, en fait, c'est pour le panel scientifique. Donc, c'est-à-dire d'étudier l'évolution, en fait, des technologies, quoi, mais d'intelligence artificielle, parce que ce sont des technologies qui avancent très, très vite. Et il y a un énorme gap entre ce qui se passe dans les labos et ce qui vient au niveau des États. C'est-à-dire qu'il y a des différences parce que les labos avancent très, très vite en termes, quoi, de recherche. Et c'est quand c'est mûr et très utilisé que ça arrive au niveau étatique, donc des gouvernements. Et donc, il fallait avoir ce comité-là, en fait, qui peut faire le link entre ce qui se fait dans les labos et ce qui est pris en compte dans le cadre, quoi, des accords intergouvernementaux. Voilà, donc c'était plus cet aspect-là de surveillance, entre guillemets, quoi, de l'évolution, quoi, de la technologie. C'est parce qu'actuellement, en fait, on parle de plus en plus d'agents intelligents. Donc, les agents intelligents, ce que ça va ramener en plus, c'est de donner la capacité à des systèmes d'IA d'interagir avec le monde. Donc, c'est-à-dire d'agir directement dans le monde, quoi, mais réel. Et donc là, ça commence à être un autre niveau qui peut être très, très, très risqué. Donc, il faudrait bien voir qu'est-ce qu'on donne autorisation ou pas, etc. Et voir comment cette technologie-là avance au niveau des laboratoires. Voilà. Donc, c'est cet exemple-là. Tout d'abord, je comptais vous remercier pour cette belle conférence qui était très instructive. Je souhaitais vous poser une question, Monsieur Monceau, Monsieur l'ambassadeur. Vous avez dit qu'un tiers de la société mondiale n'avait pas encore accès aux données numériques et que cela pouvait poser problème à leur développement. Et vous avez aussi dit que pour les futurs diplomates, il est essentiel d'être formés sur le numérique. Par rapport à cela, en espérant peut-être devenir future diplomate européenne, j'ai souhaité vous demander comment est-ce que vous pensez que les diplomates, particulièrement européens, peuvent tenter de remédier à ce problème d'inclusion numérique. Merci. D'abord, un tiers qui n'ont pas accès, c'est qui n'ont pas du tout accès, c'est-à-dire un tiers qui sont en dehors de toute forme de connexion. Après, il y a aussi des gens qui ont accès de manière partielle, de manière parfois compliquée, parce que, comme je l'évoquais, il y a des coûts importants. Il y a des inégalités au sein des inégalités aussi. Je pense par exemple à celles qui touchent aux femmes, qui ont proportionnellement nettement moins accès que les hommes dans les mêmes zones. Donc il y a une problématique qui est vaste. Mais votre question est intéressante. Comment les Européens... Alors j'ai envie de dire, comme je le disais tout à l'heure, d'abord comme on vous l'évoque quand vous prenez l'avion et qu'on vous explique les règles de sécurité. Avant de donner un coup de main à qui que ce soit, il faut mettre le masque. Et donc, il faudrait peut-être que les Européens eux-mêmes s'informent et prennent conscience. Encore une fois, je pense qu'il y a ce sentiment trop souvent d'être finalement dans une perspective qui est plutôt favorable et ne pas se rendre compte que l'Europe, puisque je suis moi-même européen, je peux le dire, que l'Europe n'est pas si bien placée que cela. Donc il faut tout simplement entrer dans le débat. C'est la première chose. Il faut posséder les armes. C'est une excellente nouvelle que l'Académie diplomatique se dote de cette filière. C'est vraiment très très important de pouvoir le faire, et c'est en élargissant au maximum le spectre des candidats diplomates que l'on va aussi pouvoir apporter une réponse à votre question. Je
permettrai de la saisir au bon pour évoquer ce que nous faisons comme organisation internationale de la francophonie. L'organisation travaille depuis très longtemps sur ces sujets et tente au maximum de former les diplomates. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir eu comme directeur de la francophonie numérique, un de mes prédécesseurs, Pierre Ouedraogo, un burkinabé, qui est le seul francophone et le seul africain à avoir reçu le prix John Postel, qui est souvent considéré un peu comme le Nobel du numérique, et il l'a reçu grâce à cette action justement d'inclusion et de formation à tous les égards. Mais là, nous tentons de nous adapter à la nouvelle donne qui est impulsée par l'intelligence artificielle, et nous mettons en place à Genève un centre centré sur la gouvernance, un centre d'appui et de ressources pour nos États membres sur la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle, et on le fait grâce à l'intelligence artificielle. D'une part, on collecte l'ensemble des éléments normatifs qui existent, donc la totalité des normes, des règles, de telle sorte que les diplomates puissent y avoir accès, et bien évidemment l'Académie pourra bénéficier de cette base de données que l'on veut la plus exhaustive possible, on est en contact avec un très grand nombre d'organisations ou d'institutions normatives, des producteurs de normes. Ça, c'est le côté, disons, bibliothèque normative. Mais à côté de ça, on met aussi au point un outil. Alors, je ne l'ai pas encore du tout évoqué publiquement. C'est la première fois qu'on le fait. On l'annoncera officiellement, d'ailleurs, qu'en juillet prochain, au moment de la réunion du SMSI, les réunions de suivi du sommet mondial sur la société de l'information, ça sera la 20e édition après le sommet initial, nous mettons au point une intelligence artificielle qui va permettre aux diplomates de nos États, et notamment ceux qui ont le moins l'opportunité de le faire, de suivre les réunions qui ont un impact sur la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc concrètement, ça veut dire que si vous êtes, je ne sais pas moi, l'expert au sein de la mission diplomatique du Bénin qui suit ces matières, et que le profil du Bénin, c'est d'apporter une attention particulière à tout ce qui est, mettons, inclusion des femmes dans le numérique, à tout ce qui est développement de systèmes de prévention de toute une série d'abus, je ne sais pas quelles sont les priorités politiques de tel ou tel pays, eh bien, l'intelligence artificielle va automatiquement détecter dans les débats en cours, en temps réel, ce qui est intéressant et important pour le Bénin, et la personne va recevoir directement sur son ordinateur, sur ses mails, des alertes lui disant voilà ce qui vient d'être discuté à New York dans les réunions de suivi de l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle, par exemple, ou voilà ce qui est en train d'être discuté à l'UIT et qui a un rapport directement avec ce que vous faites. Donc nous construisons ces outils, et je le redis, nous serons évidemment très très heureux d'inclure l'Académie diplomatique dans les partenaires. Beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, sur cette note plus que positive. Nous allons rebondir là-dessus avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, je vois ici dans la première rangée encore une. Je dirais que c'est notre dernière question, et après nous allons clôturer. Merci. Bonsoir, j'ai une question concernant l'aspect un peu économique de la chose. On a beaucoup parlé de l'aspect étatique, mais peu finalement des acteurs réels et économiques. Prenons un exemple, OpenAI. Quelle est leur position, quelle est leur réception à toutes les initiatives que vous mettez en place? Est-ce que vous avez des interlocuteurs, vraiment des gens engagés dans la discussion, ou est-ce que la politique est un peu inverse, où vous faites des règles et vous attendez de voir la perception et la réception de ces règles? Je vous donne la parole. Merci beaucoup, c'est une excellente question et à différentes réponses.
La première réponse, en fait, c'est que oui, effectivement, si vous voyez le comité consultatif de haut niveau des Nations Unies, il y a des représentants de ces structures-là. Par exemple, si on prend OpenAI, c'est Mira Murati qui était là. Donc, c'est la CFO, celle qui gère les technologies. Il y avait un représentant de Google qui était même le vice-chair du comité. Il y avait Microsoft, etc. Donc, ils participent et ils ont participé avec le background de leur structure, mais avec leur propre vision du monde. Et c'était assez intéressant parce que c'était des débats très ouverts et très constructifs. Mais maintenant, la deuxième réponse, c'est que finalement, il y a quand même une force en fait de ces grandes structures-là qui ont beaucoup investi pendant des années pour créer leur technologie. Mais maintenant, si vous voyez, par exemple, dans les recommandations qui ont été faites par le comité consultatif, il y a une recommandation qui concerne les données, donc le partage des données d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment un élément clé pour le développement de l'IA. C'est l'une des rares recommandations en fait, qui n'a pas été adoptée par le pacte numérique mondial, parce que le pacte, en fait, ça a pris 2 ans, mais pour aboutir à ça, de discussions, etc. Et nous, quand on a démarré les discussions avec ceux qui organisaient le pacte, on a essayé de convaincre, mais parmi les éléments qui ont été pris, cet élément-là a été mis de côté et on s'imagine que c'est également parce que derrière, les grandes puissances qui détiennent ces données-là ne sont pas pour partager ça de façon globale. Donc voilà, c'est ma réponse que je voulais apporter. Oui, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur. Essayé là très rapidement tout à l'heure de donner une petite idée de l'évolution du numérique, mais nous sommes arrivés à un point, votre question est fondamentale, nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas imaginer qu'une intelligence artificielle soit autre chose que privée en réalité. On discute avec des acteurs privés, alors que nos établissements de recherche, par exemple, ont une puissance de calcul, ont des supercalculateurs qui sont extrêmement élevés. On pourrait très bien imaginer que le secteur de la santé, l'éducation, d'autres domaines qui ont accès aux données de leurs patients, de leurs étudiants, de bien d'autres, pourraient développer des intelligences artificielles d'utilité publique. Ça n'est pas concevable. On est dans ce schéma. Et c'est là où nous sommes en effet devant des questions qui sont gigantesques par rapport à la façon dont le monde va choisir de s'orienter. Il y a quelques mois encore, je dirais jusqu'à ChatGPT, on disait ce qui est fondamental, c'est la transparence algorithmique, c'est de savoir ce qu'il y a dans la boîte noire, dans la machine. Aujourd'hui, on voit que ça ne suffit même plus parce qu'en réalité, comme on le disait, la boîte noire, elle reste très très opaque et elle se régénère toute seule. Donc, l'enjeu est bien celui des données, nos données, vos données, mes données, celles pour lesquelles je paye pour qu'on me les prenne, en réalité, puisque nous payons tous des abonnements, nous achetons des machines pour pouvoir donner nos données, il y a une question qui se pose de manière absolument fondamentale. Je terminerai en disant qu'en 2016, il y a oui, il y a mon devoir de réserve parce que la Louisiane est un membre de la francophonie, mais il y a un président américain qui était en campagne à l'époque, qui vient d'être réélu récemment, qui a dit dans un discours dans le Minnesota, et je pense que c'est la raison pour laquelle il a été élu et réélu, il a dit, mais dans la globalisation, il y a 2 acteurs qui s'en sortent. Ce sont les milliardaires américains
et c'est le Parti communiste chinois. Et vous tous, vous êtes des victimes de la globalisation. Et en réalité, ce que l'on voit, c'est que un milliardaire le plus grand d'ailleurs, il est considéré comme le plus riche du monde, mais qui tire une bonne partie de sa fortune des systèmes d'intelligence artificielle, et derrière le président réélu. Ça, c'est l'ampleur du défi que nous avons par rapport à la puissance privée en matière de numérique. Mais cette puissance privée monopolistique de grande échelle, encore une fois, elle peut être contrée si on s'y met tous et si nous développons beaucoup d'intelligence artificielle utile, parce que de toute manière, c'est ce qui va se passer. On ne va pas remettre le dentifrice dans le tube. Il faut aller vers plus de créativité en matière d'intelligence artificielle. C'était, je pense, des excellents mots de clôture aussi, que nous avons besoin également de continuer à réfléchir là-dessus. Nous avons besoin de notre propre cellule grise, intelligence, pour pouvoir contrer cette intelligence artificielle, pour qu'elle ne submerge pas nous tous dans le futur, mais au contraire que nous restons les capitaines, je dirais, de cette magnifique aventure. En fait, aussi, l'intelligence artificielle nous a quand même aussi apporté beaucoup de possibilités. Comme vous l'avez dit aussi, il y a beaucoup de côtés positifs. Et voilà, il y a du travail qui continue pour nous également. Donc, merci beaucoup. Je crois que c'était des interventions extrêmement intéressantes et enrichissantes. Applaudissons nos auditeurs. Merci beaucoup. Et avant de remercier aussi nos spectateurs en ligne, j'aimerais les informer, comme vous tous dans la salle aussi, de notre 3e conférence que nous allons avoir dans le cycle de nos conférences avec l'OIF sur la remise en question du multilatéralisme et de l'universalisme, qui aura lieu le 27 janvier prochain. Merci beaucoup et j'espère vous revoir à cette occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.